Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Bucarest 1929, un jeune garçon débarque de sa campagne, il a 11 ans, il est sans ressources, il vient de fuir la ferme de ses parents parce que son père le battait. Il sait lire, il sait écrire, mais il va pas pouvoir aller bien plus loin dans ses études parce que très vite, il va lui falloir travailler, il faut bien qu'il gagne sa vie, ce petit bonhomme, il va devenir apprenti cordonnier. Son nom, Nicolae Ceausescu. Très jeune, il est séduit par les thèses communistes qui sont très à la mode, évidemment. On est après la révolution bolchevique en Russie. Il va distribuer des tracts, il fait même de la prison pour activisme. Il va faire 2 ans, en 36 et 37, c'est-à-dire qu'il a à l'époque 18-19 ans. Mais l'un des dirigeants du parti, qui s'appelle Gheorghiu Dej, repère ce jeune homme à la détermination extraordinaire et il le prend sous son aile. En 1940, un coup d'État va renverser la monarchie parlementaire roumaine, on a eu l'occasion de raconter ça, pour instaurer cette dictature pro-nazie. Et en 1945, c'est au contraire l'armée rouge qui débarque dans le pays. Staline met en place un gouvernement satellite et l'homme que choisit Moscou pour diriger la Roumanie s'appelle justement Gheorghiu Dej. C'est le mentor de Nicolae Ceausescu qui maintenant a 27 ans. Et d'emblée, Gheorghiu Dej va instaurer une dictature à sa main, avec un culte de la personnalité, comme on le fait dans tous ces États communistes qui sont devenus satellites de l'URSS. Il crée la Securitat, la police politique terrible, qui recrute à tour de bras et qui est omniprésente. On peut plus bouger d'un pouce en Roumanie sans être immédiatement fiché, suivi. Pendant ce temps, le fidèle Ceausescu grimpe les échelons au sein du parti et quand, en 1965, je dis bien 65, quand le vieux Gheorghiu Dej rend l'âme, eh bien, Nicolae Ceausescu est tout désigné. Il est déjà secrétaire du comité central du Parti communiste roumain. Il a 36 ans et en 3 ans, il va assurer son emprise totale sur le parti. Donc, à l'époque, dans un pays comme celui-là, sur le gouvernement. Et il va nommer à la tête de la Securitat un homme de main, un fidèle, le fameux Ion Iliescu, qu'on retrouvera plus tard. Il se débarrasse de la vieille garde, et chose importante, il va jusqu'à se désolidariser de Moscou au moment du printemps de Prague en 68. C'est très important pour l'image qu'il va acquérir hors de Roumanie. C'est Ceausescu qui refuse d'envoyer à Prague des forces roumaines aux côtés des chars soviétiques, polonais et hongrois. Il s'agissait là-bas d'écraser l'insurrection, vous vous rappelez cette histoire. C'est une grande erreur, un grave danger pour la paix en Europe, dit-il, autant dur qu'il est mûr pour se rapprocher de l'Ouest. Et en 1968, vous le savez, vous vous le rappelez, il va recevoir le général de Gaulle en grande pompe, ce qui veut dire qu'au moment de l'insurrection de mai 68, le général de Gaulle est en Roumanie. Et puis l'année suivante, il reçoit le président Nixon. Il est peut-être communiste, dit Nixon, mais c'est notre communiste. On sent derrière l'avis du président le conseil, évidemment, de son secrétaire d'État. C'est assez évident, Kissinger. Dans le pays, Ceausescu veut donner l'image d'un dirigeant aimé, incontesté. Voici ce que, dans un ouvrage qui vient de paraître aux arènes, qui s'appelle « Comment devenir dictateur », qui est signé par Frank Dikötter, voilà ce que nous dit Frank Dikötter. Entre juillet 65 et janvier 73, Ceausescu a effectué 147 visites éclairs dans le pays. Dans le seul mois de janvier 70, il a visité 45 entreprises industrielles et unités agricoles, du moins selon le journal Sinteia. Chaque visite était organisée comme un spectacle suivant une chorégraphie devenue presque immuable. Un cortège de voitures décorées de fleurs arrivait, la population locale, massée au bord de la grande route, agitait les drapeaux rouges pour accueillir son dirigeant. Ceausescu apparaissait sur le balcon du siège local du parti, souvent monté sur un tabouret pour paraître plus grand, et il haranguait la foule qui l'acclamait, avec enthousiasme. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, il y a une étape cruciale dans cette espèce d'ascension de prise de pouvoir totale par Ceausescu, c'est la visite officielle qu'il effectue en 71 en Chine et en Corée du Nord d'ailleurs. Il est époustouflé par la discipline des foules, par la prospérité qui en tout cas est mise en scène par le régime évidemment chinois et nord-coréen. Tout ça a l'air extraordinaire et quand il rentre à Bucarest, il va lancer la révolution culturelle roumaine. Ah ça, quand vous entendez ces deux mots accolés, révolution culturelle, dites-vous qu'il y a un très grand danger, surtout lorsque le but est de construire un homme nouveau. Ça, c'est toujours le signal de l'enfer. Le régime prend un tournant encore plus autoritaire. Désormais, Ceausescu occupe tous les postes, décide de tout dans les moindres détails. Il se fait élire président de la République. On l'appelle maintenant le Conducator, le Danube de la pensée. Ça nous faisait rire à l'école, à l'époque, oui. Mais enfin, ça faisait moins rire les Roumains. Le génie des Carpates. La célébration de son 60e anniversaire en 78 va durer 3 semaines avec des meetings, des spectacles à n'en plus finir et dont se font l'écho du reste les télévisions occidentales. Ceausescu soigne toujours sa stature internationale, en effet. Il est reçu par le président Carter, il est reçu par le président Giscard d'Estaing, par la reine Elisabeth II. Entre parenthèses, les services de l'Élysée avaient dû prévenir ceux de Buckingham que le couple Ceausescu avait tendance à embarquer l'argenterie dans ses valises. Bref. En 81, un général de la Securitat passe à l'ouest et il révèle à la CIA l'étendue du réseau d'espionnage roumain. L'événement va renforcer la paranoïa du Conducator, qui était déjà assez aiguë. Il n'a plus confiance qu'en sa famille, en sa femme Elena d'abord, une chimiste qui a 2 ans de moins que lui, qui est là toujours à ses côtés dans toutes les réunions importantes, les déplacements, les rassemblements. Elle se fait appeler camarade académicien, docteur, ingénieur. Oui, en vérité, elle est plus ou moins illettrée. Elle est le numéro 2 du parti. Elle préside au devenir de tous les cadres et le fils d'Elena et Nicolae, qui s'appelle Nicu, lui aussi maintenant est au comité central. C'est une dictature familiale qui s'est installée là-bas. Dans la Roumanie profonde, c'est la pénurie, ce sont les files d'attente, on manque de tous les produits possibles, de viande, de fruits, de vin, de fioul. Ceausescu a complètement développé une industrie lourde et pour ça, il a contracté auprès des pays occidentaux une dette faramineuse, ce qui fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles on l'aime bien en Occident. Avec la crise pétrolière de 79, les taux de crédit augmentent encore. Ceausescu décide de rembourser toute la dette en 3 ans. Il ordonne de vendre à l'étranger toute la production industrielle et agricole. Mais qu'est-ce qu'on mange dans le pays? Même le pain, les pommes de terre viennent à manquer. Le chauffage est coupé partout. Les tracteurs ne peuvent plus rouler. Bref, au tournant des années 80, la Roumanie de Ceausescu est en train de s'enfoncer dans une misère. Vous écoutez Radio Classique. Alors les Roumains souffrent de plus en plus, mais le culte de la personnalité de Ceausescu, lui, est au sommet. Frank Dikötter nous dit encore « Le portrait de Ceausescu, affiché dans les organes du parti et de l'État dès son retour de Corée en 71, était maintenant partout. La loi imposait de le mettre au mur des écoles, usines et casernes, mais aussi aux postes frontières. Les gens ordinaires devaient également l'afficher lors des cérémonies publiques, anniversaires nationaux, rassemblements et visites officielles. La loi imposait son portrait en première page des manuels scolaires. La télévision n'avait qu'une chaîne qui n'émettait que 2 heures par jour. La moitié des programmes étaient consacrés aux activités de Ceausescu et à ses réussites. Et bien sûr, partout, c'est l'omniprésence de la Securitat avec un policier armé dans chaque rue, des barrages tous les 15 kilomètres, des espions dans les immeubles, dans les villages. Un Roumain sur 6 est membre du Parti communiste et profite de tous les avantages, petits avantages, bien sûr, quotidiens, disons. Malgré la crise, le Conducator se veut bâtisseur et vous vous rappelez peut-être qu'il a fait raser des milliers de villages, reloger les villageois dans des immeubles de mauvaise facture. En 82, il fait détruire le vieux centre de Bucarest. C'est effroyable. Il crée un boulevard de la victoire du socialisme. 3,5 km de long, 92 mètres de large avec des immeubles de style nord-coréen. Oui, en plein Bucarest, en pleine vieille Europe. En 85, il va encore faire raser 10 km² de logements et poser la première pierre du futur Palais du Peuple.
le plus grand édifice officiel du monde dans un style néoclassique kitsch, avec plus de 1000 salles décorées de marbre. La construction pharaonique engloutit le tiers du budget de l'État et Ceausescu fait construire 2 fois les escaliers pour qu'ils soient plus adaptés à sa petite taille. Le palais doit représenter la gloire de l'ère Ceausescu. C'est d'ailleurs effroyable d'appeler palais du peuple, ce qui devient évidemment, vous l'avez bien compris, le palais du dictateur. Je dis Ceausescu, ce sont les Ceausescu, parce que la femme du dictateur, Elena, qui détient le titre de vice-premier ministre, entretient son mari dans cette mégalomanie. On se demande même si c'est pas elle qui le pousse le plus. Au même moment, en URSS, c'est la perestroïka. 1985, Gorbatchev arrive au pouvoir, il lance cette perestroïka et plusieurs fois, il enjoint Ceausescu d'assouplir son régime pour sauver le socialisme. Seulement, le vieux dictateur ne veut rien entendre de ce qui arrive de Moscou. Il en est, lui, toujours à vanter les mérites du stalinisme. En 4 ans, autour de la Roumanie, le bloc de l'Est est en train de se dissoudre, mais il n'en tient même pas compte. En Pologne, les élections de juin 89 sont gagnées par Solidarność. La Hongrie adopte des réformes démocratiques en octobre 89 et Gorbatchev laisse faire à la stupéfaction du monde. Il n'y a que Ceausescu qui ne bouge pas et qui se trouve naturellement fragilisé par tout ça, c'est évident. C'est une énième brimade contre un modeste opposant qui va provoquer son écroulement. Laszlo Tokes est un assistant pasteur de 37 ans à Timișoara, dans l'ouest du pays. L'un de ses collaborateurs vient d'être tué par la Securitate. Alors dans ses prêches, le pasteur va fustiger la violence de la police, la destruction des églises, l'oppression des minorités. Et en représailles, évidemment que l'administration le fait muter dans une autre paroisse, sauf que le pasteur ne veut pas obéir. Le 15 décembre 89, une rumeur se répand à Timișoara. La Securitate serait sur le point d'expulser le pasteur de sa maison. Les paroissiens, les habitants se mobilisent et pendant 2 jours, la foule grossit devant la maison, puis sur la place principale de la ville face à quelques policiers débordés et les slogans tournent à la contestation frontale. Ça y est, on n'en peut plus de Ceausescu depuis tellement longtemps déjà. Jean-Christophe Buisson a fait rééditer chez Perrin en 2022 Assassiné. Et il soutient, Jean-Christophe, que ces manifestations n'étaient pas totalement spontanées. Il révèle que quelques jours plus tôt, des centaines de touristes soviétiques, entre guillemets, sont entrés en Roumanie, alors qu'on est en plein hiver, on se demande un peu ce qu'ils viennent faire. Il soutient, lui, que ces soviétiques ont été envoyés pour bousculer le régime. Et Ceausescu est exaspéré par tout ça. Il envoie l'armée, il ordonne d'ouvrir le feu. La milice tire sur la foule, 60 morts, 200 blessés. Seulement maintenant, la contestation a fait tache d'huile. Et surtout, une nouvelle rumeur enfle. On parle de massacre à grande échelle à Timișoara. Rappelez-vous toute la polémique que ça a entraîné sur un plan médiatique, bien entendu. L'agence de presse allemande ADN évoque 4630 morts. C'est pas vrai en vérité, mais peu importe, on y croit. On y croit dans toute l'Europe et dans le monde entier, mais on y croit aussi en Roumanie. Maintenant, Ceausescu est persuadé qu'un coup d'État est en train de se préparer. Il veut reprendre la main et renforcer sa mainmise sur le peuple et les institutions. Il va faire ce grand rassemblement de soutien devant le comité central à Bucarest, qui sera retransmis à la télé, bien sûr. 21 décembre 89, il est 12h30 quand il apparaît sur le balcon du bâtiment du comité central, avec ce manteau noir, cette chapka noire, lumière blafarde. À sa gauche, il y a Elena, bien entendu, il y a tout le gouvernement derrière. Et devant, sur la place, la foule des travailleurs avec les banderoles de soutien, tout ça est organisé bien sûr. Au bout de quelques minutes de discours, on entend des cris sur la place et puis un mouvement de foule et des sifflements et Ceausescu est sidéré, il s'arrête et enfin il crie « Allô, allô !» Il tape sur le micro « Restez calme !» dit-il. « Silence !» ordonne Elena. Ça dure quelques minutes. On entend Ceausescu dire « C'est une provocation » et puis il parvient à reprendre un peu le fil de son discours. Il annonce une hausse du salaire minimum et au bout d'un quart d'heure, il se retire du balcon et dans la foule, les applaudissements forcés vont céder la place aux huées. On se met à siffler « Timișoara !» Timișoara, il y a ce chant du drapeau qui est interdit depuis 25 ans par Ceausescu et qu'on entend. Et la retransmission télévisée a été coupée, bien sûr. À la place, on a mis de la musique, mais dans tout le pays, les Roumains comprennent que le dictateur est en train de vaciller. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Et la foule que Ceausescu croyait avoir réunie pour l'acclamer est devenue hostile. On donne l'ordre à la police de charger, l'armée vient protéger le bâtiment du comité central où sont Nicolas et Elena, et dans la ville, les manifestants dressent des barricades vers les universités et l'hôtel Continental, où est réunie la presse internationale qui va jouer un rôle important. C'est le chaos, et c'est un chaos facilité par le fait que l'Union soviétique n'interviendra pas, et on le sait très bien ça à Bucarest. Ceausescu, dans l'attente d'une reprise en main de l'armée, va se coucher à 11h du soir, il se lève aux aurores et dans la nuit, la répression a fait 50 morts. Un événement étrange s'est produit, c'est que le ministre de la Défense, Milea, qui devait lancer les troupes contre l'insurrection, est mort d'une balle dans le cœur. On dit qu'il se serait suicidé. Bon. Ceausescu le remplace par un général qu'il croit fidèle, un certain Victor Stanculescu. C'est un mauvais choix pour Ceausescu puisque ce général, en fait, est acquis à la ligne Gorbatchev, est acquis à la perestroïka, et plutôt que de suivre Ceausescu dans sa politique de répression, vous savez qu'il va le trahir. Il ordonne à l'armée de rentrer dans les casernes. La Securitate reçoit l'ordre de cesser de tirer sur les manifestants. Bon, ça y est, le 22 décembre 89, les insurgés sont 100 000 devant le siège du comité central. Ceausescu va essayer un nouveau discours au balcon, mais alors là, cette fois, ce sont les huées. Il est obligé de battre en retraite des images absolument sidérantes de cette foule déchaînée qui va bientôt prendre le bâtiment d'assaut. Le général Stanculescu dit à Ceausescu, vous devez partir. Et il fait venir un hélicoptère qui se pose sur le toit. Amilidis, Nicolas, Elena et leur garde du corps embarquent. Ils s'envolent. Au même moment, ça y est, la foule est déjà dans le palais du comité central. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors l'hélicoptère fait cap vers l'ouest, mais au bout de 50 km, le pilote aux ordres du général rebelle, là, de Stanculescu, va annoncer « Un radar nous a repérés, ils vont nous tirer dessus », c'est faux, mais les Ceausescu le croient. Le pilote se pose et il abandonne. Les Ceausescu en race campagne. Alors la suite, vous la connaissez, c'était complètement rocambolesque. Les gardes du corps qui arrêtent des voitures pour essayer, comme ça, en faisant du stop. On finit par se réfugier dans un kolkhoz. La milice récupère les Ceausescu. On les confie à l'armée qui les met à l'abri dans une caserne à Tirgovice. Seulement, en réalité, c'est une mise aux arrêts. La nuit tombe, ils se couchent, finissent par s'endormir à 2h du matin. Ils sont dans les bras l'un de l'autre et ils vont rester comme ça pendant 3 jours enfermés. Pendant ce temps, la nouvelle de leur fuite est donnée. Le Front de Salut National est en train de prendre le pouvoir avec à sa tête un communiste réformateur qui n'est autre que le fameux Ion Iliescu de tout à l'heure. Et puis Petre Roman, fils d'un apparatchik. Le Front du Salut National décide que les Ceausescu doivent être liquidés. Et le jour de Noël 89, une poignée de magistrats et de militaires débarquent en hélicoptère dans la caserne de Tirgovice. Ils organisent un procès expéditif, une procédure d'exception réservée aux opposants dans le régime. Les Ceausescu sont victimes de leurs propres institutions, d'une certaine manière. On les voit là qui sont derrière une table en bois, accusés de génocide, crime contre l'humanité, destruction de l'économie nationale. Ceausescu répond, c'est un coup d'État. Incontestablement, c'est un coup d'État. Le procès va durer 1 heure, les délibérations 5 minutes. Ils sont condamnés à la peine capitale. On va les pousser dans une cour et c'est un peloton parachutiste qui est là, qui les attend et qui les fusille. Et 5 mois plus tard, les premières élections présidentielles démocratiques vont avoir lieu en Roumanie avec un nouveau président qui est élu, qui s'appelle Ion Iliescu. Il est évident que tout ce qu'a fait Ceausescu pendant tant d'années, pendant des décennies, ne va pas pouvoir être effacé comme ça en un battement de cils. Vous écoutez Radio Classique.